celui-là. Ok, bonsoir à tous. Je pense qu'on peut dès lors commencer ce deuxième live You Start. Je voulais tout d'abord remercier nos deux intervenants que nous avons ici de chez Spentis et de chez Tuduck, mais également vous tous qui êtes déjà 31 en train de regarder notre premier live. C'est déjà un honneur pour notre club. Pour introduire ce live, je pensais d'abord parler de notre but. Puisque nous sommes du campus d'Alma, nous avons réussi, je pense, dans ce live à regrouper toutes les passions qui existent sur ce campus, donc notamment l'entrepreneuriat, qui est, je pense, la marque de fabrique de l'EFEC,
mais également la médecine, très présente avec l'UCL, et dernièrement, tout ce qui est technologie. Donc, vous le verrez plus tard, YouStart et Spentis et Tudoc ont vraiment réussi à intégrer la technologie à la médecine. Et c'est vraiment ça que nous allons montrer dans ce live, donc toute cette coopération entre les différentes passions qui existent sur notre campus. Je m'appelle Louis de Peter et donc je suis le président de YouStart Alma. Je vais passer maintenant la parole à Maxime, qui va se présenter également. Bonjour, moi c'est Maxime Takash, je suis l'event manager de YouStart Alma. Donc YouStart, c'est quoi? C'est un club qui a été créé par des étudiants, dont notamment Louis-Philippe ici présent. Donc c'est un club qui vise à informer et sensibiliser les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, ce sera fortement axé sur l'entrepreneuriat médical, un domaine qui est fortement touché, donc il est quand même très intéressant d'avoir un avis de ces entrepreneurs sur ce fait. Et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste pour s'introduire. Donc bonjour, moi c'est Jean-Baptiste Wauquiez et donc je suis dans le département Partner Relationship et donc je vais direct rendre la parole à Maxime pour les premières questions. Donc voilà, encore merci à toutes les personnes qui nous suivent et à Louis-Philippe Brods, cofondateur de Spentis, et Jean-Benoît Henry, cofondateur de Tudoc. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et très bien, magnifiquement bien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que vous entreprenez. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et présenter un peu votre parcours? Jean-Benoît, tu veux y aller? Oui, Jean-Benoît, tu peux y aller en premier. Ça marche. Donc moi, je suis ingénieur civil de formation en informatique à Louvain-la-Neuve, passionné d'entrepreneuriat. Aux études, on lançait une plateforme de covoiturage qui tourne toujours et qui m'a appris vraiment les premiers pas de l'entrepreneuriat. J'ai moi-même fait partie de réseaux étudiants fort impliqués. Ensuite, après les études, on continue cette plateforme de covoiturage. On se rend compte que financièrement, on s'en sort peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc, je passe par un an de consultance en stratégie pour retomber un an plus tard dans l'entrepreneuriat médical cette fois-ci. Donc, un monde qui ne m'était pas prédestiné, mais qui montre son plein potentiel certainement pendant cette crise de Covid. Donc, Louis-Philippe Brault, le cofondateur de la société Spentis. Donc, chez Spentis, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la customisation de masse d'immobilisation orthopédique. Normalement, ce sont des attelles qu'on va imprimer en 3D sur base d'un scan 3D du membre et une modélisation 3D réalisée par le corps médical. Et donc, l'attelle a l'avantage d'être légère, aérée, waterproof, sur mesure, recyclable et donc beaucoup plus de confort pour le patient. Et comme l'a dit Maxime, j'ai aussi eu la chance de participer à la fondation, à la création de YouStart Belgium, et je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui et de voir que ça bouge malgré le blocus et malgré le Covid-19. Merci beaucoup à vous. Et comment vous êtes venu l'idée de créer cette start-up et à combien vous avez décidé de lancer ce projet? Il y avait combien de personnes de départ? Louis-Philippe, tu peux commencer. Donc, Spentis, on était on a 11 en 2017 et en septembre 2017. Donc, comment Désolé juste de te couper, c'est juste qu'on t'entend pas très bien. Ok. Là, on t'entend. Là, on t'entend mieux. On t'entend mieux. Si ça va un peu mieux ou pas du tout? Sinon, je change de connexion Internet. Non, il faut que tu te couches sur ton ordi, je crois. Plus près. Ouais. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ok, là, c'est mieux. C'est le médical parce que
Désolé à tout le monde pour ce désagrément, mais Louis-Philippe, je suis désolé, mais on t'entend vraiment pas bien. 2 secondes. Non. Ça marche. Mais en attendant, je peux reprendre la parole. J'espère qu'on m'entend un peu mieux alors. Ouais, très bien. Cool. De notre côté, chez Tudoc, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on est un réseau collaboratif de disponibilité de praticiens, c'est-à-dire qu'on regroupe les agendas de nombreux praticiens en vue de ressortir les trous de dernière minute qui peuvent ensuite être pris par les patients en urgence. Il faut savoir qu'il y a énormément d'annulations de dernière minute de la part des patients au sein de nombreuses spécialités. Et aussi qu'en tant que jeune praticien, il est parfois difficile, lorsqu'on sort des études, de se créer une première patientèle. On a donc évidemment des plages horaires libres également. Donc nous, l'idée, c'est de les mettre à disposition pour un patient qui a une rage de dents, qui a un lumbago soudain, tous les problèmes qui peuvent survenir inopinément. Alors comment est-ce que l'idée s'est lancée? En fait, l'idée s'est lancée parce que le problème a été vécu. Mon cousin est dentiste depuis un certain nombre d'années et c'est lui qui s'est rendu compte que les désistements lui faisaient perdre un temps précieux puisqu'il devait pousser ses patients à 2-3 semaines, voire plusieurs mois parfois en fonction de ses disponibilités et du rush de la période. Alors que finalement, au jour le jour, il se trouvait qu'il avait parfois des trous qu'il fallait alors gérer en rappelant ses patients sur la liste d'attente. Bref, tout un bazar. Donc, il a lui-même lancé un MVP en payant un développeur pour le faire. Et c'est seulement après qu'il ait pu prouver un certain intérêt qu'il m'a convaincu de lâcher ma carrière de consultant qui aurait pu être toute tracée pour me lancer avec lui. Donc, à partir de ce moment-là, on a essayé d'étoffer les possibilités qu'offrait notre plateforme. Et maintenant qu'on pense avoir trouvé la formule, l'idée, c'est vraiment de croître. Donc, on est plutôt dans une phase de croissance. Mais donc, le mieux, c'est vraiment par un vécu d'un médecin ou d'un dentiste, en l'occurrence, que le projet est né. Je peux te demander ce que c'est un MVP pour ceux qui ne savent pas, et moi y compris? Oui, alors un MVP, c'est un Model Viable Product. Donc concrètement, on a suivi une méthodologie de création d'entreprise qui s'appelle la méthodologie Lean. L'idée, c'est d'investir le moins possible de temps et d'argent avant de valider l'intérêt d'un projet. Donc plutôt que de faire une application top-notch avec des pros de design et qui fonctionne sur toutes les plateformes, qui nous aurait coûté un bras, on a commencé par faire un outil très simple qui permettait à quelques dentistes d'une même région de partager leur disponibilité pour leurs patients. Ça a demandé presque aucun développement, peu de temps, et on appelle ça un modèle viable product parce que c'est le modèle, le prototype d'un produit qui montre que l'intérêt est viable, que le projet est viable sur le long terme. Ok, génial, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Oui, on t'entend beaucoup mieux. Ok, super, je suis désolé. Si on pouvait juste revenir sur la question de comment vous avez eu l'idée de cette startup et combien de personnes ont accompagné ce projet? Donc, l'idée, elle est venue avec… donc là, ça va, c'est bon? Ouais. Ouais, ok, super, nickel. Donc, l'idée, elle est venue via mon cofondateur avec Florian. On était passionnés, on est toujours passionnés de technologie 3D et on s'est rendu compte que les plâtres, le marché des attelles, en fait, c'était un marché qui n'avait pas énormément évolué, qui était plutôt stagnant ces dernières décennies et qui avait des technologies aujourd'hui qui permettaient de proposer une alternative avec beaucoup plus de confort pour le patient. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée. Initialement, en fait, on était 3, on n'était pas 2. Et donc, voilà, ça a évolué, les choses ont évolué. Il y a une personne qui ne s'est pas retrouvée dans le projet à terme et qui a préféré se réorienter. Et donc, on s'est retrouvé à 2 très vite après la création de l'entreprise, quelques mois après. Ok, très bien. À quel stade aujourd'hui se situent Tudoc et Spentis aujourd'hui? Jean-Benoît, tu peux commencer. Oui, c'est une bonne question. Donc nous, on était 2 cofondateurs au début. On est maintenant une équipe de 4. On espère qu'un 5e nous rejoint d'ici peu en développement. On a trouvé une formule au niveau de nos utilisateurs. On a trouvé une formule au niveau de notre business model qui est encore à affiner, mais qui est là, qui est présente et qui fait des rentrées. Donc, on appelle maintenant cette phase plus la scalability, c'est-à-dire qu'on a une formule qu'on voudrait répéter et accélérer pour réellement le plus vite possible atteindre les différentes régions géographiques et les différentes spécialités médicales
qui ont un intérêt pour nous. Donc vraiment cette phase où on ne fignole plus le produit et le projet, mais où on veut accélérer la croissance de l'entreprise en termes d'équipe et de revenus. Ok, nous, concernant Spentis, on est une entreprise qui, je crois, qui est un peu plus âgée, si je peux dire ça, que TwoDoc. Donc, nous, la SPRL a été créée en septembre 2017. Aujourd'hui, on est une douzaine de personnes. On a un siège social ici à Bruxelles et on a un siège d'exploitation aussi à Lausanne, où là, on a 2 employés. On est actif dans plus de 5 pays, donc principalement en l'Union européenne. Et à côté de ça, on vient de clôturer une levée de fonds ici en mars de 1,7 million d'euros, ce qui va nous permettre de faire en sorte de continuer notre développement ici en Europe et en dehors du marché européen. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 chiffres clés sur vos entreprises actuellement? Louis-Philippe, tu peux prendre la parole en premier. Il y a un chiffre qui me tient particulièrement à cœur, c'est le nombre de patients qu'on a aidés à soigner. Donc aujourd'hui, on est à plus de 1800 patients sur les attelles. Donc ça, c'est vraiment un chiffre que j'aime bien partager, surtout avec le monde médical, parce que ça veut dire que voilà, Spentis a un sens, Spentis a vraiment une plus-value au niveau médical pour ces patients, et donc ça, c'est vraiment top. Un deuxième chiffre, c'est quand même, voilà, comme je disais, on est une douzaine de personnes. Moi, je trouve ça, j'aurais jamais imaginé ça il y a 2-3 ans quand j'ai lancé Spentis avec Florian. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'adore. Et puis, voilà, la dernière levée de fonds qu'on vient de faire de 1,7 million d'euros, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, c'est aussi quelque chose que je n'aurais pas imaginé, que je trouve aussi assez bien. Et donc, ça montre la confiance du marché pour faire en sorte d'amener Spentis à la prochaine étape, qui est vraiment la globalisation de la solution. Génial, merci beaucoup. Et JB maintenant, je pense. Oui, de notre côté, 2 chiffres clés. D'un côté, et là je rejoins tout à fait Louis-Philippe, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup dans, en tout cas les jeunes entrepreneurs, c'est l'impact social qu'on peut avoir. Donc nous, notre métrique principale, c'est aussi le nombre d'urgences qu'on a pu, on va dire sauver, mais c'est peut-être un grand mot, qu'on a pu en tout cas permettre de soigner partiellement, on l'espère, en fonction du résultat des rendez-vous. Mais on est à 15 000 rien que sur la dernière année. Donc, ça montre, rien qu'en Belgique, qu'il y a réellement beaucoup de gens qui cherchent des solutions en dernière minute et qui n'en trouvaient pas autrement que via un rassemblement de médecins. La deuxième métrique qu'on regarde également et qui rentre dans le fait qu'on se veut être une communauté, un réseau collaboratif de praticiens, c'est qu'on est maintenant 4200 praticiens auxquels on a accès à l'agenda on ne fait que sur les 4 derniers jours, hein, puisqu'on est focalisé sur l'urgence. Mais donc, c'est un chiffre qu'on espère évidemment voir encore grandir, mais qui montre aussi qu'il y a un aspect collaboratif dans la médecine qu'on ne peut pas oublier. Ok, d'accord, très bien. On va passer sur des questions donc plus sur le secteur et l'entreprise. Donc, première question, donc, le monde médical est un marché spécifique. Et quelles sont justement ces spécificités, par exemple, les barrières à l'entrée, les opportunités, les menaces, et lesquelles est-ce que vous avez rencontrées? Est-ce que Louis-Philippe, tu pourrais nous en parler plus, s'il te plaît? Donc, le secteur médical, moi, je n'ai pas fait des études de médecin et je n'ai pas fait des études liées vraiment à l'aspect réglementaire. Et donc, c'est vraiment ça le premier défi qu'on a eu ici avec Florian en lançant Spentis, c'est tous ces aspects réglementaires. Donc, on va fournir un dispositif médical, ça va être une attelle ou un plâtre, donc quelque chose qui est à l'extérieur du corps. Il y a pas mal de réglementations à respecter et on est dans un cadre ici législatif, l'Union européenne, qui est assez complexe. Donc, chaque pays a un peu sa petite popote, même si c'est en train de s'uniformiser. Et à côté de ça, il y a aussi tous les aspects de remboursement. Et donc, pour obtenir les remboursements, parce qu'on a la chance ici en Europe continentale d'être dans des systèmes de soins de santé qui sont quand même pas mal remboursés, mais ça aussi, ça a été un peu un chemin de croix. Donc ça a été les principaux défis qu'on a eu avec Florian. C'était plus les aspects réglementaires et de remboursement que les aspects vraiment au niveau technique. Et à côté de ça, c'est aussi convaincre l'environnement hospitalier et l'environnement médical de la plus-value d'une innovation. On a beau dire que la médecine innove beaucoup, c'est quand même un secteur qui est très traditionnaliste.
et qui a beaucoup de mal à essayer de changer ses habitudes, changer ses rituels. Et donc ça, c'est aussi beaucoup de travail. On doit chaque jour prendre notre bâton du pèlerin et faire en sorte de convaincre l'ensemble des stakeholders du marché. Le fait d'aller en Suisse, ça a été un problème ou pas pour vous? Le fait d'aller en Suisse, c'était un peu différent, effectivement, mais bon, les Suisses suivent assez les réglementations européennes. Mais ce qui était intéressant, la Suisse, c'était surtout le dernier aspect que j'ai soulevé dans le point précédent, c'est le fait que là-bas, les docteurs sont beaucoup plus innovation friendly, comme on dit, et donc ils sont beaucoup plus sensibles à l'innovation. Et donc, on a beaucoup moins de travail à faire pour leur convaincre d'utiliser notre solution par rapport à la Belgique. Et donc, ça a été vraiment un choix stratégique. Ça a été directement partir en dehors de la Belgique et aller vers ces marchés où il y a beaucoup plus une sensibilité à l'innovation, dont la Suisse qui est assez proche, mais qui est aussi très qualitatif comme marché. Et ça va nous permettre, en fait, avec ces 4 références en Suisse, de faciliter l'implémentation en France et en Allemagne. Génial, merci beaucoup. Jean-Benoît, est-ce que tu pourrais aussi nous parler donc, de la question que j'ai posée à Louis-Philippe? Tu veux que je la répète ou c'est bon? On est bon, merci. Très bien. Moi, je vais en souligner, il y en a une qui est fort proche de celle de Louis-Philippe. Outre les régulations, il mentionnait le côté très traditionnel de la médecine en Belgique et que c'était une raison notamment pour laquelle il a été voir du côté suisse. Je pense que même au niveau purement digital, c'est très, très vrai. On a un système médical en Belgique que j'appellerais presque corporatiste, sachant que chaque spécialité médicale dispose de sa propre association ou de son propre ordre, qu'il y a énormément de pouvoir politique, sachant que voilà, l'INAMI est gérée et la SPF Santé par l'aspect fédéral, mais que si vous allez voir les maisons de repos ou bien certains financements des hôpitaux, c'est au niveau régional. Donc, il y a une complexité administrative, mais il y a aussi un traditionnalisme sur tous ces aspects-là, donc des institutions publiques et médicales qui freinent beaucoup l'innovation, malheureusement, en Belgique. C'est vraiment un constat qu'on a dû tirer. Et ça m'amène à un deuxième point qui n'est pas lié aux institutions publiques et médicales, mais plus au personnel médical en tant que tel. Ici, on parle vraiment pour nous uniquement des médecins ou même de tout praticien indépendant, donc hors hôpital. On a un niveau de digitalisation qui est encore très bas et dont l'explication se situe assez facilement dans la pyramide des âges qui est publiée quasiment annuellement par l'SPF Santé. Il faut savoir qu'il y a des quotas INAMI, enfin tout le monde le sait, certainement les étudiants d'Alma. Et malheureusement, il y a encore une pyramide qui est inversée. Je crois qu'on était à 55% des médecins généralistes en activité en Belgique aujourd'hui, ou c'était peut-être l'année passée ou l'année d'avant, ont plus de 55 ans. Du coup, le niveau de digitalisation est évidemment fort lié à cette pyramide des âges. Et pour des solutions digitales comme la nôtre, évidemment, c'est un frein conséquent. Donc voilà, 2 grosses barrières à l'entrée, c'est l'aspect traditionnel et le niveau de digitalisation bas. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, donc vous avez déjà un peu parlé donc, des produits et des services que vous proposez. Louis-Philippe, toi, est-ce que est-ce que c'est ton seul produit, l'attel pour le bras, ou tu en as d'autres aussi? Donc, traditionnellement, on propose une solution qui va permettre la customisation de masse pour l'ensemble des parties du corps des immobilisations orthopédiques. Donc, ça peut être les membres inférieurs, ça peut être des minerves, ça peut être des casques. Donc, ça va vraiment couvrir un ensemble de pathologies, de types de pathologies aussi. On va être sur des pathologies plus chroniques, donc ce qu'on va appeler donc des scolioses, ce genre de pathologies-là. Et puis, on va aussi avoir des pathologies beaucoup plus traumatiques, donc quand on se casse un membre, par exemple. Donc ça, c'est pour les activités de Spentis. Mais à terme, la vision de Spentis, c'est pas se limiter dans la customisation de masse seulement dans l'orthopédie, ou seulement dans les immobilisations orthopédiques, mais c'est aussi essayer de se diversifier vers des implants chirurgicaux, vers des prothèses, vers des semelles orthopédiques. Donc, c'est vraiment faire en sorte d'être un catalyseur de la customisation de masse dans l'orthopédie en général. Donc, ça, c'est un peu la mission de Spentis, c'est amener cette customisation de masse dans le monde de l'orthopédie parce que chaque patient est différent et donc chaque patient mérite une immobilisation orthopédique, mais aussi un dispositif médical qui soit unique et donc qui prenne en compte son anatomie, mais aussi son environnement. Donc ça, c'est vraiment Spentis. Aujourd'hui, c'est des attelles, des plâtres, mais demain, ça va être des guides chirurgicaux, ça va être des implants. Donc, on va vraiment développer toute une gamme de produits, toujours avec la même base technologique. C'est quoi? C'est scan 3D, modélisation 3D et impression 3D.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Jean-Benoît, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ton service? Oui, bien sûr. Je pense qu'au niveau digital, il y a un peu deux manières d'offrir de nouveaux services. Soit c'est une amélioration, donc on va rajouter des fonctionnalités aux services existants, soit on a une diversification, où on va carrément créer un service qui peut être lié, mais qui est complètement différent du service initial. De notre côté, avant la crise, on penchait beaucoup sur une amélioration continue de notre service. L'idée, c'était typiquement d'offrir une meilleure intégration dans l'écosystème digital actuel des praticiens. On avait imaginé des salles d'attente virtuelles qui permettrait voilà, d'éviter de se déplacer pendant les consultations des médecins généralistes. Il y avait beaucoup d'idées qu'on essayait de prioriser. Il s'avère qu'avec la crise, on en parlera, mais on a dû lancer de nouveaux services rapidement pour essayer d'aider notre communauté. Et ça nous a poussé en fait, à lancer une étude stratégique qui est en cours. En fait. On a deux chouettes stagiaires de la LSM, de Louvain-la-Neuve, et on réfléchit au paysage digital dans le médical dans 5 ans pour essayer de cerner justement quels sont les services à haute valeur ajoutée qui sont dans nos cordes et qu'on pourrait saisir voilà, sur base de notre état des choses actuel. Donc, des services annexes, on va en avoir très certainement. C'est le propre du digital, je pense. C'est qu'une fois que c'est construit, ça reste. On peut imaginer autre chose autour, quoi. Ok, d'accord, très bien, merci. Et est-ce que vous avez beaucoup de concurrents dans le secteur? Et si oui, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Louis-Philippe? Donc on a des concurrents et tant mieux parce que ça prouve qu'il y a un marché, ça prouve qu'il y a de l'intérêt de la part du marché. Donc ça, c'est un signe positif. On a des concurrents ici en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ici, un des avantages concurrentiels de Spentis, c'est le fait qu'on va couvrir vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on va fournir une solution d'acquisition d'images 3D, un software de modélisation 3D et aussi des techniques d'impression 3D. Donc, on ne va pas juste se spécialiser en modélisation 3D ou en impression 3D, on va vraiment faire les trois. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Ça fait en sorte qu'on a moins de focus sur chacun des trois aspects, mais ça fait en sorte qu'il y a un one-stop shop et donc on peut être beaucoup plus flexible. Et aussi, voilà, c'est un positionnement stratégique parce qu'on a la conviction qu'il faut être assez flexible et offrir l'ensemble de la solution à nos différents clients. Donc ça, c'est un des principaux aspects voilà, notre avantage compétitif. Ok, d'accord. Et Jean-Benoît, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur tes concurrents? Bien sûr, nos concurrents, on peut de nouveau, je prends une approche plus théorique, mais on a les substituts, c'est-à-dire un bête coup de téléphone à vos praticiens ou bien une recherche en ligne sur Google Maps, typiquement, qui peuvent, voilà, c'est pas un outil digital, une application, etc., mais ça peut fonctionner. Donc ça, c'est nos substituts contre lesquels on se bat avec notre marketing, etc. Et puis, on imagine souvent que nos concurrents directs sont les agendas médicaux. Il en existe d'autres qui permettent de chercher des praticiens, typiquement Dr Anytime ou Doctena. Je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, mais si vous avez déjà dû chercher un praticien en ligne en urgence, c'est souvent ces solutions-là qu'on trouve. Et en fait, ces concurrents n'en sont pas, ce sont des partenaires, puisque Tudoc les regroupe, c'est-à-dire que les rendez-vous qui sont mis en ligne publiquement sur ces plateformes et ces agendas, qui sont en fait des solutions qu'achètent les praticiens, eh ben, on les absorbe grâce à une API, donc notre partenariat, pour les rendre disponibles aux patients. Donc on les regroupe. Et donc on est en fait un service complémentaire qui se différencie au niveau de la, on va dire, la compétition, comme on la voit souvent alors que ce n'en est pas vraiment une, c'est notre focus sur l'urgence. Donc sur vraiment les 4 jours ouvrables, c'est ce qui nous permet de nous différencier et c'est ce qui fait en sorte qu'on passe, entre guillemets, d'un océan rouge où beaucoup d'agendas digitaux existent vers un océan bleu où en fait on regroupe tous les agendas digitaux pour l'urgence. Ok, d'accord, merci beaucoup. Magnifique. Là maintenant, ce sera plus une question pour toi, Jean-Benoît, parce que Spentis, donc Louis-Philippe a déjà un peu répondu à la question. Donc, est-ce que votre produit touche seulement le marché belge? Et peut-être, si oui pour l'instant, qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur? Oui, alors notre plateforme actuellement n'est disponible qu'en Belgique, c'est tout à fait exact. Et je dirais même qu'elle est beaucoup plus centrée sur Bruxelles et la Wallonie que sur la Flandre, puisque les groupements de pratiques médicales sont groupés au niveau ordre ou association aussi par région linguistique. Donc, on les touche plus facilement d'un côté ou de l'autre. Évidemment, en fonction de la concurrence toujours, donc c'est-à-dire des plateformes existantes dans les pays voisins au niveau de l'urgence médicale,
on a déjà en tête les pays limitrophes qui sont les plus abordables. On pense au Luxembourg très certainement, les Pays-Bas évidemment, et potentiellement l'Allemagne, sachant que la France typiquement est déjà saturée par un gros acteur qui englobe voilà, toutes les réservations médicales en fait en France. D'accord, très bien. Mais donc Louis-Philippe, donc toi tu avais dit donc que tu exportais déjà un peu partout. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision là-dessus et aussi nous dire quels sont tes plans pour dans le futur? Donc, on a vraiment un focus ici sur l'Europe. Donc, comme je disais, on a déjà ouvert une succursale en Suisse, à Lausanne. On est actif au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, et aussi en Israël. Et le but, c'est d'aller assez rapidement aux États-Unis, pour pouvoir en fait prouver l'attraction du marché, et aussi pour pouvoir essayer de voir si notre modèle peut s'adapter à un système de remboursement qui est totalement différent. Comme vous le savez, aux États-Unis, on est dans une logique de remboursement qui est totalement différente. Et donc, on a vraiment une stratégie assez agressive qu'on va qualifier de first mover. On veut rapidement aller loquer un maximum d'hôpitaux, de centres médicaux pour pouvoir rapidement prendre des parts de marché. Parce qu'on a la conviction qu'en fait, dans le milieu médical, surtout quand on signe un contrat avec un hôpital, avec une institution hospitalière, les switching costs, donc les coûts de changement pour ces institutions de changer de fournisseur sont assez élevés. Et donc, en arrivant en premier, on a quand même une facilité pour faire en sorte de garantir une certaine pérennité avec le client. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à quelques questions donc, du chat. Donc n'hésitez pas, tout le monde qui écoute la conférence, donc de poser des questions sur le chat. Donc première question, donc comment vous vous êtes fait connaître dans le monde médical? Moi, je peux commencer peut-être. Dans le milieu médical, évidemment, on s'est basé sur le réseau de mon cousin d'abord, qui est lui-même dentiste, donc comme je disais, depuis plusieurs années. Après, c'est énormément de travail parce que c'est un milieu médical qui est, comme on le disait, traditionnel, donc très organisé en ordre et en association. Donc, il faut être introduit, il faut convaincre. L'avantage, par contre, c'est qu'une fois que tu es généralement dans la place, tu y es reconnu. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs stratégies. Donc, il y a moyen d'y aller via les institutions publiques, il y a moyen d'y aller via les institutions plus scientifiques, donc médicales, ou bien il y a moyen d'y aller je parle du milieu digital ici, via les patients. Donc, si on est porté par les patients, évidemment, le milieu médical n'est rien sans leurs patients. Et donc, là aussi, on peut avoir un push pour pénétrer le milieu médical. C'est très intéressant le point que tu viens de soulever. Nous, avec le push patient, on a toujours un peu peur parce que en Europe, en tout cas, c'est l'idée qu'on a. On a toujours l'impression que le patient est la propriété du médecin. Et donc, si le patient vient chez le médecin et dit voilà, je veux ce plâtre-là, parce que voilà, je préfère ce plâtre-là. Je crois qu'on a toujours un peu peur que le chirurgien va se dire mais pour qui ils se prennent cette start-up à essayer de m'enseigner mon métier. Et donc nous, on essaye d'éviter ce push patient. Ce qu'on essaye de faire plutôt, c'est et peut-être qu'on le fera plus tard quand on sera plus légitime, quand on aura peut-être fait plus de patients et qu'on sera plus connu dans le monde médical. Mais ici à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se focaliser, de travailler avec des KOL, donc des Key Opinion Leaders, comme on dit, qui font un peu la messe, qui sont un peu la voix sur leur créneau, donc sur leur pathologie. Et donc ces gens-là, on va co-publier avec eux en fait des publications scientifiques, on va faire des études cliniques avec eux, et sur cette base-là, on va construire une certaine légitimité scientifique, et ça va nous permettre d'être avec eux au symposium, aux congrès médicaux, et de partager avec eux, de parler avec eux, avec leurs collègues. Et donc, c'est un certain garant de légitimité, ça va nous permettre de faciliter le processus de commercialisation en fait. Ok, d'accord, très bien, merci. Donc maintenant, une question personnelle pour toi, Louis-Philippe. Donc, combien de temps faut-il pour imprimer un plâtre chez Spentis? Est-ce que le temps de production est un frein au remplacement total des plâtres traditionnels? C'est une question qu'on a très souvent avec Florian. Donc, on a deux types de technologies d'impression. On a une technologie d'impression 3D classique avec une bobine de filament. Et là, on va plutôt donc utiliser ça pour des pathologies chroniques parce que le temps d'impression est très important. On va être autour de 24 heures. Donc, ça va être des pathologies comme l'arthrose ou ce genre de choses où on n'a pas besoin de prendre le patient en charge
tout de suite parce que de toute façon, avec les processus traditionnels, pour confectionner les attelles sur mesure, ça va déjà prendre 2 semaines. Donc ça, l'aspect temps est répondu, donc c'est moins un challenge pour les pathologies chroniques, mais pour les pathologies traumatiques, quand un patient arrive aux urgences, ben, il a besoin directement du plâtre et donc il peut pas attendre 24 heures. Et donc là-dessus, on a pris des technologies d'impression qu'on va appeler des technologies d'impression DLP. Donc c'est la polymérisation de la résine avec une lumière d'une certaine longueur d'onde. Et là, on va réussir à imprimer jusqu'à 3 plâtres en moins d'1 heure. Et donc là, ça résout ce problème de temps. Donc, on a des imprimantes qu'on commence à installer. C'est un nouveau business model qu'on est en train de tester maintenant. Bon, qu'on était censé tester, mais avec le Covid-19, ça a un peu ralenti tout ça. Mais on a des imprimantes test qui sont ici, qui vont être installées ici en Belgique. On en a déjà aux Pays-Bas et on en a déjà en Suisse, dans les urgences des hôpitaux, où le patient arrive, il est scanné, c'est directement imprimé et il repart avec un plâtre waterproof aéré sur mesure, recyclable, etc., etc. Donc, on a 2 types de technologies d'impression 3D en fonction des pathologies qu'on va adresser. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Louis maintenant. Merci beaucoup. Moi, je vais plus aborder encore une petite question sur le secteur et puis on passera, je pense, à la crise sanitaire qui nous occupe actuellement et qui touche à peu près tous les secteurs. Donc, à propos de tout ce qui est impression 3D, je dirais, ça demande évidemment, j'imagine, une protection par rapport à la concurrence. Donc, est-ce que vous avez des outils juridiques spécifiques qui vous aident à vous protéger en fait à ce niveau-là? Je vais commencer par toi, du coup, Louis-Philippe, puisque j'ai un peu orienté ma question directement. Oui, effectivement. Donc ici, chez Spentis, on n'a pas spécifiquement de brevet. Donc on a des dépôts de modèles. Ces dépôts de modèles nous permettent de pas être copiés vulgairement les modèles de nos attelles, mais on n'a pas de brevet. On va plutôt pratiquer secrecy, donc le secret professionnel entre guillemets, où on a notre software, en fait, notre plateforme. Donc on a développé avec une certaine logique, avec une certaine logique sur une certaine plateforme où on est les seuls à avoir ça. Voilà, cette logique du développement, en fait, on n'a préféré pas la breveter. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu brevetes, ben, ça va tomber dans le domaine public. Et donc, c'est possible que quelqu'un, même si le brevet ne passe pas, ben, puisse copier ça et est au courant de la façon dont tu évolues stratégiquement. Donc, on se protège comment? On se protège par le secret. Et on compte, voilà, on signe des contrats avec nos collaborateurs, on signe des contrats, des NDA Oui. avec nos sous-traitants. Et au niveau du secteur, c'est une tendance. Est-ce que vos concurrents font la même chose ou sont encore plus secrets, je dirais? Il y a des concurrents qui vont poser des brevets, mais plutôt sur des aspects très concrets. Et donc ça, c'est voilà, nous on n'y croit pas trop pour le moment parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et donc peut-être qu'on aura plus de moyens financiers à terme, on le fera. Mais pour le moment, on a plutôt voilà, une stratégie de secret et d'un autre côté, comme je disais avant, de first mover. Donc vraiment aller acquérir rapidement des hôpitaux et les loquer avec notre technologie. Ok, merci beaucoup. Et de ton côté, Jean-Benoît? Oui, nous, c'est propre au digital. Donc, on parle énormément du GDPR. Quand on parle de digital médical, on est encore un seuil au-dessus puisque c'est du secret médical qui vient s'ajouter au GDPR. Donc, à ce niveau-là, il y a évidemment énormément d'attention qui doit être portée sur voilà, les données qui sont enregistrées, les communications, qui a accès à quoi, donc les accès. Et donc là, évidemment, on se fait aider sans secret par des avocats qui s'y connaissent puisqu'on n'a pas les compétences en interne, ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Quel a été votre… Je vais parler maintenant du Covid-19, donc la crise actuelle. On a pu voir, enfin, notre équipe en tout cas a pu voir que vos 2 startups ont réagi de manière assez intéressante à la crise actuelle. Et je me demandais en fait quelle a été votre première réaction par rapport au lockdown, Jean-Benoît. Ben, d'abord, j'ai été acheter du PQ. Je rigole. C'est pour tous ceux qui l'ont fait, c'est pas top. Non, nous, on a évidemment eu d'abord une réaction opérationnelle. C'est-à-dire que, bon, déjà même avant l'annonce du lockdown, on avait l'avantage d'être une équipe digitale. Donc, on avait déjà proposé à tout le monde de travailler de la maison. Voilà, s'ils prenaient les transports publics ou pour une raison ou pour l'autre, c'était plus safe de rester chez soi. Aucun problème à ce niveau-là. Et puis évidemment, ces décisions opérationnelles qui étaient des choix sont devenues des forcées, entre guillemets, hein, Ouais. puisque c'est la règle. Et puis, ça en est rapidement suivi des décisions plus stratégiques. C'est-à-dire, finalement, cette crise, c'est une opportunité en même temps qu'une menace.
Pour Tudoc, il y avait une menace très très claire, c'est-à-dire que tous les soins ambulatoires ont été arrêtés. Par soins ambulatoires, on signifie les cabinets d'indépendants, c'est-à-dire de médecins généralistes, de dentistes, de dermatos, d'ophtalmos, tout ce qu'on peut imaginer, tout était fermé. Certains ordres ont interdit l'ouverture, certains ordres ont permis pour les urgences, mais sous le respect des consignes, c'est-à-dire qu'ils devaient être identifiés et validés qu'ils avaient le matériel adéquat pour pouvoir prendre en charge des patients au sein de leur cabinet. Donc, énormément de communication dans tous les sens. C'était le bazar dans le milieu médical. Je crois que ça allait encore un peu d'ailleurs. Mais donc, voilà, nous, notre plateforme a dû être coupée littéralement puisqu'on ne pouvait plus prendre rendez-vous chez les praticiens. Donc là, il y avait déjà un choix, mais on l'approfondira peut-être à faire. Mais évidemment, il y avait aussi des opportunités puisque qui dit réorganisation complète voilà, des soins ambulatoires dit aussi opportunité d'être celui qui les organise et qui les facilite aussi bien du côté des patients que du côté des praticiens. Donc voilà, je dirais 2 étapes. Vraiment d'abord des décisions opérationnelles, comment on va travailler en remote, et puis les décisions stratégiques sont arrivées très rapidement. Parfait. Et de ton côté, Louis-Philippe, aussi des réactions opérationnelles et stratégiques à souligner brièvement? Mais donc, oui, nous, on a d'abord, initialement, avec Florian, on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'ampleur de la crise, je crois comme la plupart des gens. Et donc, on a suivi ce qui avait été recommandé par l'État fédéral et par la cellule de crise. Donc, on a envoyé la majorité de nos employés chez eux et seulement quelques employés pour la production où c'était indispensable, qui étaient quand même sur site. Et puis, on a commencé à recevoir beaucoup de demandes d'hôpitaux pour développer des produits. Et donc là, on a en fait réalloué l'ensemble de nos ressources parce qu'on n'avait quasi plus de commandes. Du coup, on est passé de 33 commandes une semaine à 2 commandes la semaine d'après. On a réalloué nos ressources de scan 3D, surtout de modélisation 3D et surtout d'impression 3D à la production de différents aspects, donc des consommables pour des appareils d'assistance respiratoire, des masques visières et contre protection, des ouvre-portes, donc vraiment l'ensemble de gadgets. Et donc ça, c'est principalement grâce à la technologie d'impression 3D, qui est une technologie qui nous permet d'être très versatile par rapport aux demandes. Ok, je pense que ça ouvre un super bon sujet. Je vais passer la parole à Maxime maintenant pour pousser un peu plus loin dans nos questions. Oui, donc nous savons que le domaine médical est extrêmement touché pendant cette période. Est-ce que vous faites appel à des aides du gouvernement ou autres aides extérieures? Jean-Benoît, tu peux être le premier à te pencher sur la question. Oui, donc là, je scindrais 2 aides. Il y a les aides au niveau particulier, donc en tant qu'indépendant gérant d'une start-up, il y a des aides pour toi en particulier. Ça aide ta start-up aussi parce que tu peux couper du coup le salaire que la start-up te verse et profiter potentiellement d'une aide de l'État. Attention que ça n'est valide que si tu arrêtes de travailler. Donc évidemment, il faut être cohérent alors dans l'aide que tu demandes. Au niveau de la start-up en question, évidemment, le gros bas qui blesse, c'est le problème de trésorerie. Nous, on joue avec beaucoup de communication de la part de l'industrie autour du milieu médical envers notre communauté de praticiens. Puisque notre communauté est à l'arrêt, ne prend plus de patients pour la plupart. On a évidemment une énorme chute du trafic et donc du chiffre d'affaires. Donc, on a été voir en effet pour un prêt qui permet d'aider au niveau trésorerie de passer la crise qu'on va devoir rembourser juste après. Juste après en fonction des conditions qui seront imposées, entendez-moi bien. Et donc oui, je pense que là, à ce niveau-là, maintenant, ce que je voudrais spécifier aussi, c'est que ces prêts n'ont malheureusement pas été non plus octroyés plus facilement qu'en temps normal. Je pense que c'est normal aussi. Il y a énormément de secteurs qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont durement touchés. Le secteur digital n'est pas spécialement le cas. Donc voilà, on a un peu parfois l'exception en fonction d'eux. Donc je n'attendais pas à ce qu'on nous aide de façon avec des subsides ou autres. Mais de notre côté, on a eu besoin d'aide à ce niveau-là. Louis-Philippe, si tu as quelque chose à rajouter sur la question. Mais nous, on a eu beaucoup de chance chez Spentis parce qu'on a clôturé la levée de fonds, en fait, je crois, c'était le 15 mars, donc juste après le début du confinement. On a quand même su vite, juste avant le début du confinement, on a su juste rapidement faire signer tout par procuration. On a eu beaucoup d'argent qui sont arrivés d'un coup. Et donc, voilà, le problème des trésoreries, on l'a pas. Donc ça, c'est déjà assez positif. Mais après, voilà, on a eu une chute d'activité. En tout cas, on a plus d'activité traditionnelle.
Donc, voilà, comme je disais juste avant, on est passé de 33 commandes en une semaine à 2 commandes, et maintenant on n'en a plus. Et du coup, on a dû mettre pas mal de gens au chômage technique. Et donc, ça, c'est aussi, les procédures ont été facilitées au niveau fédéral pour permettre ça. Donc, ça, c'est aussi été grandement une aide. Et puis aussi, il y a l'aide au niveau des indépendants dont parlait effectivement Jean-Benoît. Très bien, merci. Étant confiné depuis maintenant un mois, comment est-ce que vous gérez encore l'esprit d'entreprise et comment est-ce que vous motivez vos employés, surtout au niveau du téléworking? Jean-Benoît, tu peux commencer. Oui, là, je pense que c'est une excellente question parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Je pense que tout le monde est touché par ce confinement, aussi bien parce qu'on est à la maison, mais surtout psychologiquement dans sa motivation à travailler. Et moi, le premier, sans interaction, que ce soit avec ton équipe, mais même avec tes clients ou avec tes utilisateurs qu'on avait régulièrement, il faut trouver évidemment cette source d'énergie parfois ailleurs. Et par vidéo, on a beau se voir, ce n'est pas la même chose non plus. Donc nous, ce qu'on a en place, c'est évidemment des check-ins fréquents, c'est-à-dire que ce qui était auparavant plus informel au sein du bureau, où voilà, on savait qui était occupé à quoi, et lorsqu'il y avait un problème, en fonction des activités de chacun, on n'hésitait pas à s'interroger. C'est plus compliqué lorsqu'on ne sait pas concrètement ce que fait l'autre ou où est l'autre. Donc, on a adopté des check-ins plus fréquents en fonction du travail de chacun. Et puis, on essaye d'ajouter des moments plus fun dans le sens où auparavant, on avait un baby-foot et des bêtises comme ça. Maintenant, on va jouer à Scribble, donc des Pictionary en ligne. Voilà, on va essayer de trouver des manières de rigoler quand même un bon coup et d'essayer de garder cet esprit d'équipe, sachant que voilà, on n'a plus aucun contact physique. Louis-Philippe, si tu veux ajouter quelque chose. Donc, chez Spentis, en fait, on a une composante production. Donc, il faut faire tourner les machines, surtout qu'il y a une demande de la part des hôpitaux pour ces visières de protection, pour ces consommables d'appareils d'assistance respiratoire. Et donc, il y a quand même derrière des gens qui sont en première ligne, qui ont besoin des dispositifs qu'on produit. Et on a reçu pas mal de commandes de pas mal d'hôpitaux à travers le pays, en France et aux Pays-Bas. Et donc, il y a une présence physique qui est nécessaire. Et donc là, on doit prendre des mesures de sécurité. On doit aussi essayer de voir avec l'employé s'il est d'accord aussi, parce que voilà, ça peut poser problème aussi. Et donc, on met en place un ensemble de mesures. On limite aussi le nombre de personnes. C'est toujours les mêmes personnes qui vont venir. Et donc, il y a des processus qui sont mis en place pour permettre la protection des dispositifs qui sont produits et aussi la protection des employés entre eux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a tout le département IT, du coup, qui travaille chez eux. Et donc là, effectivement, notre responsable IT, recherche et développement, organise de façon quotidienne des calls, des checks aussi, pour faire en sorte que ça avance, pour faire en sorte de tenir les gens motivés. Et puis voilà, on espère que on va pouvoir rapidement sortir du confinement et rapidement retrouver une atmosphère de travail plus traditionnelle. Pour effectivement, comme disait Jean-Benoît, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus challengeant de tenir les gens motivés. Et donc voilà, si ça commence à perdurer, ça va être très difficile aussi de faire en sorte de motiver, de faire en sorte de garder l'ensemble de l'équipe motivée. Donc on espère rapidement pouvoir sortir de cette situation. Justement, malgré la crise, l'impact sur la productivité est toujours… est-ce qu'il y a toujours un impact sur la productivité ou elle reste comme elle était avant? Louis-Philippe, tu peux commencer. Oui. Je crois que c'est difficile à répondre. Hein. C'est une question difficile parce qu'en fait, on ne fait plus nécessairement les activités traditionnelles, comme j'avais dit. Donc, nous, on a vraiment réalloué nos ressources. Donc, c'est différent. C'est assez difficile de dire, OK, est-ce qu'on a une productivité qui a diminué ou peut-être augmenté? Mais ce qu'on remarque, par exemple, c'est que des gens vont davantage s'envoyer des messages en dehors des heures de bureau. Et donc voilà, avant de commencer à travailler ou après avoir travaillé. Et donc, il y a peut-être une journée de travail qui s'allonge un peu, mais qui est plus équilibrée sur l'ensemble de la journée. Et donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'être plus flexible et de répondre rapidement à certaines demandes, parfois qui sont assez urgentes. Et donc, on verra plus après la crise, je pense. On fera le bilan avec Florian pour voir effectivement si on a eu une baisse de productivité ou pas. Okay, merci beaucoup. Jean-Benoît, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette question. Je pense que c'est assez amusant et c'est propre à tout le monde du travail.
on se rend compte qu'il y a un melting pot vie privée, vie de travail qui s'est mélangé. Donc, il le dit très bien, les journées sont allongées, on confond lundi avec dimanche, on ne sait plus trop quel jour est quoi. Donc, in fine, j'ai l'impression qu'au niveau temps de travail, ça s'est peut-être allongé. Il faut savoir qu'il n'y a plus de déplacement, on va le travail non plus. Donc, in fine, on est devant son écran généralement à la place. Par contre, moi, je reste persuadé que sans interaction physique, le facteur principal de la productivité, en tout cas chez nous, c'est la motivation. Donc, ceux qui arrivent à se motiver parce que voilà, on a lancé plein de nouvelles choses pendant la crise, ont probablement été surproductifs par rapport à avant où c'était plus un train-train quotidien, alors qu'à l'inverse, peut-être d'autres chez eux ont beaucoup plus de mal à se motiver et c'est compréhensible et à ce moment-là sont peut-être sous-productifs. Donc, on n'a pas non plus de métrique pour mesurer quoi que ce soit, mais c'est mon impression personnelle. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste pour la suite. Donc, quel type de nouveaux partenariats avez-vous développé durant cette crise? Pouvez-vous illustrer avec des cas concrets si vous en avez eu? Jean-Benoît, tu peux commencer. Oui. Alors, bon, il y a plusieurs aspects. Hein. Pour mettre un peu, expliquer le contexte, puisque tous les soins ambulatoires ont été réorganisés, que selon les spécialités médicales, il y a des gardes qui ont été organisées dans le sens où certains cabinets ont été identifiés parce qu'équipés pour recevoir des patients malgré le virus. D'autres pratiques médicales ont fermé entièrement. D'autres ont laissé le choix aux praticiens eux-mêmes de décider si oui ou non ils étaient suffisamment équipés et que l'urgence était suffisamment vitale que pour qu'ils puissent accueillir le patient. Il fallait suivre les réglementations INAMI qui ont changé littéralement tous les jours. Donc, en fonction de ça, il a fallu adapter. Voilà, c'était énormément de choses. On a eu l'opportunité de travailler sur typiquement les gardes dentaires, donc de pouvoir permettre aux patients en fait, pour rendre plus clair, c'est le trajet des soins qui a changé. Donc, lorsqu'un patient avait une urgence, il ne passait plus par le trajet des soins classique. Il avait un trajet des soins adapté, puisqu'il fallait d'abord un contact téléphonique. Le patient ne savait pas quels étaient les cabinets ouverts. Il devait être référé par un confrère, donc un dentiste à ce moment-là, vers les cabinets de crise. Donc, on a pu changer l'interface pour correspondre à ce nouveau trajet des soins, ce qui était nécessairement en relation avec les associations professionnelles. Donc à ce niveau-là, typiquement, on a eu des contacts avec l'association dentaire qui ont eu des hauts et des bas en fonction des périodes. Mais on a eu la même chose également avec les ostéopathes, puisqu'il fallait tenir au courant tous nos ostéopathes si oui ou non ils pouvaient continuer à afficher leur disponibilité sur notre plateforme. Donc il y a plusieurs associations avec lesquelles on a vraiment renforcé nos liens pour tenir notre communauté au courant. On a également eu pas mal de nouveaux partenariats dans l'écosystème startup de manière générale. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion, évidemment, d'imaginer de nouvelles utilisations ou applications. Je pense par exemple à la téléconsultation, puisque du côté de Tudoc, notre communauté qu'on a sondée au début de la crise se plaignait qu'évidemment tous les patients téléphonaient, mais que pour poser un diagnostic, ce n'était pas le plus efficace. Mais c'était malheureusement obligatoire, après quelques jours par l'INAMI, c'était téléphone obligatoire. Donc, on a développé rapidement un petit système qui permettait aux praticiens, lorsqu'il avait quelqu'un au téléphone en temps réel, d'introduire le numéro de téléphone ou l'email du patient pour qu'un lien de vidéoconsultation soit envoyé. Et donc, tout en restant au téléphone, en quelques secondes, il pouvait switcher vers une vidéoconsultation. Donc ça, c'est ce qui était demandé par notre communauté. À ce moment-là, évidemment, on a été voir du côté de ceux qui faisaient des vidéoconsultations pour voir si on allait refaire le même service, utiliser un autre service. Donc, il y a énormément de regroupements de startups qui faisaient des choses positives pour la crise, qui ont également été référencés ensemble. Et donc, on a eu pas mal de contacts avec d'autres startups. Il faut savoir aussi que toutes les idées qui aidaient le milieu médical pendant le corona étaient présentées au niveau public. Mais donc, on n'allait pas demander à Madame de Bloch d'écouter une par une toutes les startups qui avaient des idées. Donc, à ce moment-là, elles étaient regroupées en forme de réseau qui présentaient alors une liste de solutions et leurs avantages. Donc, à ce moment-là, on avait de nouveau des échanges dans l'écosystème startup. Donc, finalement, ça a beaucoup, beaucoup bougé. De notre côté, on en a profité même pour carrément, on voulait tester un business model qu'on avait imaginé encore supplémentaire, qu'on pensait tester en juin, qu'on a pu tester maintenant, puisqu'on avait une disponibilité accrue de notre communauté, donc ça tombait bien.
Donc, à ce moment-là, on a contacté des entreprises pharmaceutiques. Donc, encore des partenariats en plus, entre guillemets, grâce à la crise. Donc, oui, on pourrait faire une liste qui est très, très longue, mais clairement, c'était pour ceux qui avaient l'idée de l'initiative, c'était vraiment une aubaine pour tisser de nouveaux partenariats, ça c'est certain. D'accord, merci beaucoup. Louis-Philippe, est-ce que tu peux aussi répondre à la question? Je vais te demander d'être assez bref parce qu'on n'a pas. Pas de souci, je Non, il serai n'y a bref. pas de souci, Jean-Benoît, mais donc voilà, Mais, comme ça, mais- on reste dans les temps. mais donc ici, je crois que je vais mettre le focus sur un produit. Donc par exemple, ces petites valves pour des appareils d'assistance respiratoire sont des valves normalement qui sont produites dans des pays européens, pas en Belgique. Et donc il y avait une pénurie de ces valves. On a fait du reverse engineering dessus et on les a reproduits en 3D. Et donc ça demande une série normalement pour produire ce genre de dispositif. C'est des classes de dispositifs qui sont supérieures à nos dispositifs, donc au plâtre. Et donc on a dû travailler avec l'industrie, travailler avec les instances gouvernementales, avec voilà, la FMPS, donc l'Agence fédérale pour les médicaments et la santé, pour faire en sorte que on puisse quand même avoir une acceptation de la production de ces dispositifs, malgré le fait qu'initialement, on n'ait pas tous les certificats pour. Et donc, ça a été des partenariats qui ont été assez intéressants, c'est travailler avec l'industrie et travailler avec ces instances pour permettre quand même de répondre à cette pénurie, malgré le fait que, voilà, initialement, Spentis, c'est pas son core business, quoi. Donc ça, c'était assez intéressant pour nous comme expérience. D'accord, très bien, merci. Maintenant, on va prendre juste une petite question du chat. Pour Tudoc, donc comment fonctionne Tudoc d'un point de vue rémunération? Est-ce que vous vendez l'app aux médecins qui l'utilisent ou c'est par des publicités sur l'application? Oui, c'est une excellente question. Donc, on se dirige plus vers la publicité, même si ce n'est pas tout à fait de la publicité. C'est un peu la chance des plateformes web, c'est qu'on peut faire jouer 3 acteurs au sein d'un même écosystème. Ici, on a l'industrie autour du milieu médical. On pense notamment aux pharmaceutiques, mais également à l'industrie bancaire, à l'industrie des assurances, parce que on ne se l'imagine pas toujours en tant que patient, mais si vous êtes ophtalmologue, vos machines coûtent des fortunes et vous êtes assuré sur ces machines. Votre cabinet a été décoré donc par une entreprise. Il y a pas mal d'argent qui transite, donc il faut généralement des conseillers fiscaux, comptables, voilà, il y a Fiscalis, c'est quand même assez conséquent. Donc toute cette industrie, évidemment, a beaucoup de mal à toucher ces praticiens, étant donné qu'ils sont fort occupés, toujours à cause de ces quotas qui limitent le nombre de médecins disponibles. Et nous, on a justement un accès privilégié à ces praticiens. Donc voilà, si on s'assure qu'on ne communique pas, on va dire, comme des vilains commerciaux charlatans, mais qu'on s'assure que voilà, on a toujours dans l'avantage de notre communauté des communications pertinentes, on peut faire payer du coup cette industrie autour du milieu médical. C'est ça notre business model. Ok, très bien, merci beaucoup. Spentis, pensez-vous que la crise peut être une opportunité pour vous, sachant que vous aidez beaucoup d'hôpitaux actuellement, aide qui ne sera pas oubliée plus tard? Pensez-vous que la demande sera plus forte après la crise? Tout va dépendre de de la rapidité, de la vitesse à laquelle on va retourner à la normale. Donc ici, on est sur des consultations d'orthopédie qui, pour le moment, donc c'est notre core business, ne sont pas prêtes de recommencer. Mais effectivement, je crois que les hôpitaux ne vont pas oublier le fait qu'on a produit et vendu les dispositifs à prix coûtant, qu'on a mis une expertise voilà, à disposition pour répondre à des pénuries et pour répondre à des besoins assez urgents. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement, comme le souligne Mélanie, que ça va nous permettre effectivement de créer en fait, voilà, d'avoir peut-être un rendez-vous plus rapidement avec le chef de service, de pouvoir plus rapidement peut-être signer un contrat, mais tout dépendra de la vitesse à laquelle on va retourner as business as usual, comme on dit, donc retourner vraiment dans une dynamique plus traditionnelle, plus classique. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Louis. Yes, moi je vais me permettre peut-être une dernière question que j'ai reçue ici. C'est pour les deux. Et donc, ce serait une demande de conseil par rapport au product market fit quand vous lancez la startup. Est-ce que le terme de product market fit résonne chez vous? Est-ce que vous pourriez peut-être illustrer ou donner un conseil éventuellement? Donc, pour trouver le product market fit, moi, mon meilleur conseil, c'est de suivre la méthodologie Lean, comme j'expliquais au tout début, comme ça on boucle la boucle, c'est de dire qu'il faut entreprendre sans grands moyens, il faut d'abord tester votre idée. Donc, si vous utilisez ce MVP que je décrivais au début, vous pouvez plus facilement tester l'intérêt de vos clients potentiels et itérer, parce que votre product market fit, vous ne le trouverez
sauf si vous êtes très chanceux, qu'après une série d'itérations. Donc, autant suivre cette méthodologie qui le permet. Et toi, Louis-Philippe? Je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Benoît, et peut-être pour compléter ce qu'il évoque à côté du MVP, c'est aussi faire en sorte de s'entourer rapidement, surtout dans un secteur médical qui est un secteur assez complexe, où il y a plein d'aspects qu'on va pas nécessairement connaître. C'est rapidement s'entourer en fait d'experts, des gens qui ont de la bouteille, qui ont quelques années d'expérience et qui vont pouvoir rapidement vous challenger et rapidement essayer de vous aider et aussi d'adapter peut-être votre business model pour faire en sorte d'éviter de faire des erreurs. Et donc, un mélange de cette approche lean et aussi d'avoir un bon coach ou un environnement avec beaucoup de personnes qui sont des experts dans leur domaine par rapport aux produits ou aux services que vous développez, ça vous pourrait permettre de rapidement trouver ce fit et aussi d'éviter de gaspiller du temps, gaspiller de l'argent et faire des erreurs. Okay, donc il y a ce côté bien s'entourer qui ressort très fort. Et donc ça, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et je dirais, venant de l'intérieur, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit avoir pour traverser ce démarrage et puis en fait pouvoir traverser des crises comme celle qu'on traverse actuellement sans perdre le cap? Est-ce qu'il y aurait une qualité, je dirais, que vous devez absolument avoir ou vous trouvez qu'un entrepreneur doit avoir? Peut-être Jean-Benoît ou Louis. Vas-y, Louis-Philippe. Oui, mais c'est tout à fait en dessous du logo YouStart, il y a écrit From Passion to Impact. Ah, c'est beau. Et c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment cette passion-là qui doit animer, cette énergie-là qui doit animer l'entrepreneur. Et cette passion, cette énergie, elle est intimement liée à la vision d'entreprise qu'a l'entrepreneur. Et donc, Florian et moi, notre vision, c'est vraiment révolutionner l'industrie de l'orthopédie grâce à la customisation de masse. Et donc, c'est une vision qui est très ambitieuse et c'est ça qui va nourrir notre passion. Et donc ça, je crois que c'est très important. Il faut voir grand, il faut avoir cette passion et c'est cette passion qui va permettre d'animer vraiment au quotidien la start-up et de faire en sorte d'avoir cet impact sociétal et traverser des périodes plus difficiles. Magnifique. Merci beaucoup pour ta réponse. Jean-Benoît, un aspect également. Je rejoins évidemment ce que dit Louis-Philippe, c'était très beau et je pense que c'est très très vrai. Peut-être alors je vais, pour le prendre sous un autre angle, si on pense à cette crise typiquement, je pense qu'une qualité intrinsèque de l'entrepreneur doit être d'être opportuniste, mais ce n'est pas le sens péjoratif du thème, c'est le sens de remettre en question facilement, donc curieux. Typiquement, là la crise elle va s'arrêter, il y aura un déconfinement progressif. Eh bien, c'est de nouveau une opportunité. Ça veut dire que les soins vont s'organiser en fonction peut-être des âges de la population. Peut-être que certaines professions vont se libérer avant l'autre. Donc, continuellement profiter des changements et être aux aguets et pouvoir se remettre en question, c'est une belle qualité. Ok, merci beaucoup. C'est deux très belles façons de souligner tout ça. Je vais passer la parole à Max maintenant. Tu avais peut-être un dernier message à passer pour la fin de ce live. Ouais, malheureusement, on va devoir clôturer cette conférence. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à poser un like sur notre page Facebook YouStart Alma. On va lancer le recrutement pour ceux qui veulent nous rejoindre dans cette formidable famille d'ici la fin de la semaine. Et on vous retrouve bien évidemment pour le live de la semaine prochaine qui sera fait par YouStart Saint-Louis. Et le thème, ce sera l'entrepreneuriat au service du bien-être. Merci beaucoup. Moi, je vais terminer en remerciant évidemment tous les watchers, mais également, donc, je pense que tu l'avais fait, Pitch Drive, Yet Brussels et Xerius. Donc, on a récemment vu en fait l'impact de tous nos sponsors pour présenter cet événement. Et c'est clairement une des choses qui nous a rapporté, je pense, le plus de visibilité. Donc, il y a des initiatives sur Bruxelles qui existent pour lancer des startups, mais aussi des ASBL comme nous. Et il ne faut vraiment pas les oublier. Donc voilà. Pour moi, oui, vas-y, dis. N'hésitez pas aussi, on est désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions par manque de temps, mais n'hésitez pas à les poser sur la vidéo Facebook et on se fera donc un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bon confinement. Merci à vous aussi. Merci.